Je me tenais au fond de la salle quand la mariée leva sa coupe de champagne et déclara « Je l'ai sauvée de cette pauvre femme ». Les gens éclatèrent de rire. Ils riaient sincèrement. Certains trinquèrent, d'autres hochèrent la tête avec approbation, souriant comme si elle venait de sortir la meilleure blague de la soirée. Je sentis mes joues s'embraser, non pas de honte, mais à cause des souvenirs que j'avais si longtemps essayé d'enterrer. J'eus un vertige, mais je restais assise. Je ne pleurais pas, je ne tremblais pas. Et soudain, à travers les éclats de lumière et le brouhaha, une serveuse s'avança. Elle marchait lentement, comme si elle se frayait un passage dans l'eau. Parvenue au centre de la salle, devant la grande table d'honneur, elle retira sa petite coiffe de service, la serra dans sa main et regarda droit la mariée. « Je suis sa fille, » dit-elle, « et j'ai quelque chose à dire ?» Le rire mourut aussitôt. La couleur quitta le visage de la mariée. Sa bouche resta entr'ouverte, mais aucun mot n'en sortit. Rien que le silence, un silence total. Et c'est là que tout changea. Avez-vous déjà senti ce nœud dans le ventre? Cette lourdeur sourde dans la poitrine qui murmure « Fais demi-tour, pars ». C'est ce que j'ai ressenti ce jour-là, assise dans ma voiture devant l'hôtel Montclair Grand, serrant dans mes mains tremblantes une invitation crème bordée d'or. Elle était arrivée par la poste un mois plus tôt, sans adresse d'expéditeur. Seulement mon nom, Anaïs Moreau, tracé d'une écriture calligraphique que je ne reconnaissais pas. J'avais failli la jeter. Qui envoie une invitation de mariage à la femme qu'on a quittée? D'abord, j'ai cru à une erreur, puis à un geste étrange de réconciliation, ou une mise à l'épreuve. Mais, pour être honnête, au fond de moi, je savais ce que c'était. Une annonce, un avertissement, une façon de s'assurer que je sache. Adrien Renaud, l'homme avec qui j'avais construit ma vie pendant 6 ans, me rayait désormais officiellement de la sienne. Je ne l'avais pas revu depuis 3 ans, depuis cette nuit où il avait quitté notre appartement sans un mot, juste après que j'eus perdu notre enfant. Il ne s'était même pas retourné. Il avait simplement lâché « Je ne peux plus vivre dans ce chagrin ». Il avait pris son sac, laissé un mot, et disparu. Mais il n'était pas seulement parti de chez moi, il était aussi parti d'elle, de Léa, sa fille née d'une femme qu'il avait quittée bien avant notre rencontre. Elle avait 5 ans quand elle est venue vivre avec nous. À l'instant même où elle m'a pris la main et m'a appelée « maman », je n'ai plus été seulement la femme qui aimait Adrien. Je suis devenue quelqu'un à qui elle appartenait. Et quand Adrien est parti, Léa est restée. Pas par hasard, par choix. Pendant de longs mois, je n'étais plus qu'une coquille vide. Me réveiller, c'était comme traîner mon corps à travers du ciment. Le silence de notre maison était insupportable. Chaque photo, chaque chanson, chaque recoin de l'appartement portait l'écho d'une famille à qui on n'avait pas laissé de chance. Il y avait des jours où je ne pouvais même pas décrocher le téléphone. J'avais cessé de répondre aux appels des amis, cessé de me regarder dans le miroir. Mais je continuais à préparer les déjeuners de Léa pour l'école, à tresser ses cheveux, à l'aider pour ses dictées, tout en veillant à ce qu'elle ne voie pas mes larmes. Une nuit, je me tenais assise sur le carrelage froid de la salle de bain, tremblante après un nouvel appel d'un créancier. Léa frappa à la porte. Elle avait 10 ans, à peine à ma taille. Elle ouvrit doucement, s'assit à côté de moi et me tendit une tartine au beurre de cacahuète. « Tu as oublié de manger ?» dit-elle simplement. C'est sans doute à cet instant que j'ai compris. Je n'étais pas seule. Et si elle ne renonçait pas, moi non plus, je ne le pouvais pas. Il m'a fallu 2 ans de séances chez la psychologue, de petits boulots et de nuits passées à lire des livres de développement personnel pour me sentir à nouveau humaine. Peu à peu, j'ai commencé à retrouver les morceaux perdus de moi-même. J'ai recommencé à dessiner. Des sites, des logos, tout ce que je pouvais décrocher en tant que graphiste indépendante. Nous avons déménagé dans un appartement plus petit, plus près du collège de Léa. J'ai même recommencé à rire. Vraiment rire. Un rire qui vibrait jusque dans mes côtes. Rarement, mais ça arrivait. Quand l'invitation est arrivée, je l'ai laissée traîner sur la table de la cuisine pendant plusieurs jours.
Léa fut la première à la prendre en main et à la lire à voix haute. Sa voix ne tremblait pas. « Tu devrais y aller, » dit-elle. « Pas pour lui, pour toi. »« Pourquoi faire ?» demandai-je, lasse. « Pour le voir commencer une nouvelle vie avec une femme plus belle, plus riche ?»« Non, » répondit-elle, « pour qu'il voie ce qu'il a perdu. » Je la regardais. 16 ans. Une sagesse que je n'avais pas eue à 30. Et soudain, je compris. Elle ne parlait pas d'Adrien. Elle parlait de moi. Je continuais à me voir comme cette pauvre femme qui l'avait laissée. Mais elle voyait une femme forte. Et j'ai dit « Oui ». Mon oncle Henri, celui qui m'avait élevé après la mort de ma mère, accepta de nous conduire. Il n'avait jamais aimé Adrien. Il disait que son sourire était trop facile et son regard trop froid. Je lui ai demandé de s'asseoir tout au fond de la salle, à côté de moi. Je ne voulais pas qu'on me voie. Je voulais rester dans l'ombre. Je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Je m'attendais à de la gêne, peut-être quelques chuchotements, mais pas à une humiliation. Pas à une exécution publique, saupoudrée de dentelles blanches et de lustres dorés. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce qu'avant qu'on allume le micro, avant que les coupes se lèvent et que le mensonge et le champagne se mêlent, je me tenais dans cette salle, regardant l'homme que j'avais autrefois aimé, et j'ai soudain réalisé pour la première fois. Il ne m'avait pas brisé. Il s'était contenté de laisser les morceaux. Et moi, je m'étais reconstruite. Sans lui. Le mariage était exactement comme ceux de ceux qui s'acharnent à prouver que tout est parfait. Des lustres en cristal pendèrent du plafond comme des larmes de verre. L'allée était tapissée d'orchidées blanches venues de l'étranger. Sur chaque serviette, une monogramme brodée. Même le quatuor à cordes jouait avec une assurance ostentatoire. Je restai dans l'encadrement de la porte plus longtemps que je n'aurais dû, essayant de respirer calmement. Léa était déjà partie en cuisine pour commencer son service. Elle avait trouvé ce petit emploi dans un service traiteur, jurant que ce n'était pas pour veiller sur moi. Mais je le savais. Elle n'était pas venue seulement pour servir des canapés, elle était venue pour me protéger, comme elle l'avait toujours fait, en silence, mais avec force. J'aperçus mon oncle Henri au fond de la salle. Il était déjà assis. Il me fit un bref signe de tête, comme pour dire « Tu tiens bon ?» même quand tout ressemble à l'enfer. Je pris place à côté de lui, les mains jointes sur mes genoux, évitant de regarder vers l'autel. Mais je le vis quand même. Adrien. Presque inchangé, les mêmes épaules larges, ce demi-sourire étudié, si agaçant. Il serrait la main de quelqu'un, un verre de whisky dans l'autre. Si on ne le connaissait pas, on aurait pu croire qu'il était chaleureux, séduisant. Mais moi, je savais ce qui se cachait derrière ce sourire. Le vide. Comment il utilisait son charme comme une armure. Je savais quel regard il avait eu cette nuit-là, quand il était parti. Des yeux vides, le silence, pas un seul regard en arrière. Et puis, je la vis, elle. Élodie Vautrin, tout en soie blanche, les cheveux blonds étincelants. Son rire sonnait trop clair, trop démonstratif. Elle se serrait contre Adrien comme pour une couverture de magazine. Chaque geste semblait crier « Regardez ce que j'ai !» Ils échangèrent leurs vœux devant une arche gigantesque de fleurs. La voix d'Adrien ne trembla pas une seule fois. Je restai la tête baissée, me mordant la joue pour ne pas perdre le contrôle. La salle éclata en applaudissements quand ils s'embrassèrent. Élodie se tourna vers les invités, rayonnante, comme si elle venait de remporter un trophée. Puis, le banquet commença. Les verres tintaient, les serveurs circulaient entre les tables avec une précision d'horlogerie. Les gens riaient, bavardaient, admiraient les tenues des uns et des autres. Je restais tranquille, sirotant de l'eau, me forçant à rester ancrée dans l'instant présent. Une fois, Léa passa près de moi avec un plateau de bruschetta. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde. Elle me fit un clin d'œil. « Tout va bien ?» murmura mon oncle Henri. « Tant que je respire, » répondis-je.
Puis commencèrent les toasts. Le témoin, la demoiselle d'honneur, la cousine. La routine, en somme. On racontait à quel point Adrien était un homme merveilleux. Comment Élodie avait fait de lui une meilleure version de lui-même. J'avais presque réussi à ne plus entendre tout cela, jusqu'à ce que sa voix s'élève. J'aimerais dire quelques mots. C'était Élodie. Elle se tenait en bout de table, une coupe de champagne à la main. Ses yeux brillaient sous la lumière des lustres, mais il y avait dans ce regard une pointe de cruauté. Elle ne regardait pas Adrien. Elle regardait la salle, puis elle me regarda. Quand j'ai rencontré Adrien, il était un homme bon. Mais il était blessé, brisé, par une femme qui ne savait pas comment l'aimer correctement. Une femme trop abîmée pour comprendre la chance qu'elle avait. Je me figeais. Une chaleur puis un froid m'envahirent tour à tour. Ces mots sonnèrent comme une gifle dans un silence mortel. Elle a failli le détruire, poursuivit Élodie, riant doucement, d'un rire si léger qu'il me tordit l'estomac. Mais je l'ai sauvé. Je l'ai guéri. Et aujourd'hui, il est enfin là où il devait être. Des rires éclatèrent. De vrais rires. Les gens trinquaient. Les verres s'entrechoquaient. Certains applaudirent même. Mon oncle Henri marmonna quelque chose entre ses dents. Moi, je ne pouvais plus bouger. Chaque cellule de mon corps criait « Lève-toi, dis quelque chose, hurle ». Mais je ne fis rien. Je la regardais seulement. Cette femme ne savait rien des nuits où je tenais la main d'Adrien pendant qu'il pleurait la perte de la garde de Léa. Rien des matins où je me levais avant lui pour écrire ses lettres de motivation. Rien de l'échographie cachée au fond d'un tiroir. Celle que je n'ai jamais eu la force d'encadrer. Elle ne l'avait pas sauvé. Elle était juste arrivée après qu'il ait fui. Et soudain, je vis un mouvement près de la cuisine. Une des serveuses s'arrêta net. Elle regardait Élodie droit dans les yeux. Ses poings étaient serrés, sa mâchoire crispée. C'était Léa. Elle fit un pas en avant, tremblante, mais résolue, et s'avança. Entre les tables, parmi les verres qui tintaient, droit vers le micro. Je voyais ses épaules se soulever et s'abaisser. Puis, elle retira sa coiffe, la serra dans sa main, et dit d'une voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. « Je suis sa fille. Et j'ai quelque chose à dire. » La salle se figea, et je compris. La soirée était loin d'être terminée. « Je suis sa fille. Et j'ai quelque chose à dire, » répéta Léa. Sa voix trancha l'air comme le verre sur le marbre. Chaque coupe resta suspendue. Chaque conversation s'interrompit en plein mot. Le silence s'épaissit, lourd, tendu, presque palpable. Les gens se retournaient sur leurs chaises. Certains chuchotaient. Le sourire d'Élodie vacilla, sa main tenait toujours sa coupe. Adrien se tourna lentement, regardant la jeune fille en tablier noir et chemise blanche, celle qui venait de faire voler en éclats le vernis de sa mise en scène. Léa se tenait près de la piste de danse, sa coiffe encore serrée dans la main. Ses boucles s'étaient échappées de son chignon. Sa poitrine se soulevait. Chaque respiration semblait un effort. « Ce n'est pas seulement d'elle que vous vous moquez, » dit Léa d'une voix tremblante. « C'est la femme qui m'a élevée. » Élodie cligna des yeux, décontenancée. « Quoi ?»« Je suis la fille d'Adrien, » répéta Léa. « Depuis longtemps. Depuis avant que tu ne le connaisses. Depuis le jour où il est parti. Depuis qu'il a fait semblant que nous n'existions plus. » L'atmosphère changea brusquement. Quelqu'un poussa un cri étouffé. Je vis l'un des cousins d'Adrien baisser lentement son téléphone, ne sachant plus s'il devait continuer à filmer. Léa fit un pas de plus. Elle ne lisait pas un texte préparé. C'était la vérité. Et dans cette vérité, il y avait une force. « Il est parti quand j'avais 11 ans, » dit-elle. « Il n'a pas seulement quitté ma mère. Il m'a quitté, moi aussi. Il n'appelait pas. Il n'écrivait pas. Il a juste disparu. Et toi, tu oses encore la traiter de pauvre femme ?» Son regard accrocha celui d'Élodie, qui, soudain,
ne parut plus si sûre d'elle. Je l'ai vue cumuler 2 emplois pour me nourrir. Je l'ai entendue pleurer la nuit en pensant que je dormais. Et quand on me demandait où était mon père, je répondais qu'il était en déplacement. Parce que la vérité, qu'il était vivant mais qu'il s'en moquait, était pire. Quelqu'un, près de l'estrade, porta la main à sa bouche. Un serveur resta figé, son plateau en suspens. Enfin, Adrien parla. Sa voix était basse, prudente. « Léa, pas ici. »« Ah, tu te souviens de mon prénom maintenant ?» répliqua-t-elle en avançant d'un pas. « Quand je t'envoyais des cartes pour mon anniversaire, elles me revenaient. Quand je t'écrivais que tu me manquais, tu ne répondais pas. Tu ne m'as même pas bloqué. Tu m'as juste ignoré. Et maintenant tu restes là, sans rien dire, pendant que cette femme salit ma mère. » Il posa enfin les yeux sur moi, pour la première fois de la soirée. Et sur son visage, quelque chose se fendilla. Je ne ressentis ni pitié, ni colère. Je ressentis de la clarté. Ce n'était pas à moi d'avoir honte. Ce n'est pas elle qui t'a brisé, poursuivit Léa, sa voix tremblante mais de plus en plus assurée. C'est toi qui t'es brisé tout seul. Et ensuite, tu as essayé de nous enterrer, comme si nous n'avions jamais existé. Élodie balaya la salle du regard, en quête d'un soutien, mais n'en trouva aucun. Elle se tourna vers Adrien. « C'est vrai ?» Il se tut. Il fixait sa fille comme on fixe une inconnue vêtue de votre dernier espoir. Léa s'approcha de moi. Chaque pas résonnait en moi comme un coup de tonnerre. Elle me prit la main. Je me levai. Mes doigts se refermèrent sur les siens, et dans ce geste simple, quelque chose d'endormi en moi se réveilla. Ni la rage, ni le ressentiment, la force. « Elle n'est pas venue pour se battre, » dit Léa en se tournant vers la foule. « Elle est venue parce que je le lui ai demandé. Parce que je voulais qu'elle voie qu'elle n'a plus besoin de se cacher. » Puis, elle fixa Élodie, calmement, avec assurance. Elle n'a pas besoin d'attendre une invitation pour avoir le droit d'être dans cette pièce, et personne n'a le droit de réécrire notre histoire juste pour paraître à son avantage. La salle retint son souffle. La main d'Élodie trembla sur le pied de sa coupe. « C'est de la folie, » marmonna-t-elle. « Elle veut juste gâcher mon mariage. » Léa releva le menton. « Tu l'as gâché toi-même en bâtissant tout cela sur un mensonge. » Puis elle se retourna et m'entraîna. La foule s'ouvrait lentement. Des chuchotements glissaient derrière nous comme une fumée. Personne ne nous arrêta. Personne n'osa. Derrière nous, j'entendis Adrien appeler. « Léa !» Mais elle ne se retourna même pas. Dehors, l'air était frais et immobile. Léa expira, comme si elle avait retenu cette vérité toute sa vie. Elle me regarda. Ses yeux brillaient de larmes, mais un sourire y flottait. « Je ne pouvais pas la laisser t'humilier, » dit-elle. « Pas après tout ça. »« Tu n'aurais pas dû, » murmurai-je. « Si, » dit-elle. « Tu m'as sauvée. Il était temps de te rendre la pareille. » Et à cet instant je compris, les plus grandes histoires d'amour ne sont pas toujours romantiques. Parfois, elles se bâtissent dans le silence, dans la guérison, dans la survie. Parfois, elles naissent quand l'enfant décide de protéger celle qu'il a toujours protégée. Nous n'avions pas parcouru la moitié du couloir qu'une voix retentit derrière nous, sèche, paniquée. « Attendez !» C'était Élodie. Elle surgit hors de la salle, trébuchant dans le long ourlet de sa robe. Ses boucles impeccables rebondissaient, tandis qu'elle se dépêchait de nous rattraper. Mais à présent, elle n'avait plus l'air parfaite. Le mascara commençait à filer. Ses mains tremblaient. Pour la première fois de la soirée, elle paraissait vraie et effrayée. Léa se retourna la première. Je restai immobile. Je ne savais pas ce qu'elle pouvait dire qui changerait quoi que ce soit. « Vous n'avez pas le droit de faire ça », lança Élodie d'un ton agressif. « Vous ne pouvez pas ruiner mon mariage et nous ridiculiser. »« Nous ?» répéta Léa, les sourcils levés. « Je n'ai dit que la vérité. Tout cela aurait pu se régler en privé. »« Non », dis-je en avançant d'un pas. « C'était à toi d'agir en privé. »
Au lieu de ça, tu as pris une salle pleine d'inconnus à témoins pour faire de moi la méchante. Élodie cligna des yeux. Son regard allait de l'une à l'autre, cherchant un point d'appui. Je ne savais pas qu'il avait une fille. Je ne savais pas qu'il... Tu as posé la question ? L'interrompit Léa. Ou bien la version où tu étais la meilleure t'arrangeait davantage. Élodie ouvrit la bouche. Mais aucun son n'en sortit. Alors Adrien apparut derrière elle, veste ouverte, cravate de travers. Son visage avait changé. Plus froid. Non. Plus contenu. Simplement, à nu. Léa, dit-il plus doucement, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Elle se tourna lentement vers lui. Quelle partie ne t'a pas plu ? Le fait que je sois née ? Que tu m'aies laissé ? Ou que tu nous aies regardés de loin pendant que quelqu'un d'autre m'élevait, en ton absence ? Il eut un sursaut. Je pensais te protéger, balbutia-t-il. Tu pensais que disparaître, c'était protéger ? Il leva les yeux vers moi, pour la première fois depuis le début. J'étais brisée, Anaïs, dit-il. Tu le sais ? Moi aussi, répondis-je, mais je ne suis pas partie. Et voilà, la phrase qui changea tout entre nous, parce que, quelles que soient les années passées, quels que soient ses prétextes, il le savait, c'était la vérité. Il avait fui, et moi, j'étais restée. Je ne peux pas réparer ça, dit-il dans un souffle. Non, dis-je, tu ne peux pas. La voix de Léa fendit de nouveau le silence. Tu sais ce que je me disais, avant ? Que tu étais mort ? Qu'il t'était peut-être arrivé quelque chose, et que c'est pour ça que tu n'étais pas venu. Parce que la vérité, que tu étais vivant, mais que tu t'en fichais, était bien pire. Adrien entr'ouvrit la bouche, puis la referma. Il baissa les yeux, vers le sol, ses chaussures, la chaîne invisible de ses actes qu'il avait tenté d'oublier. Et alors, il se passa ce à quoi je ne m'attendais pas. Léa avança d'un pas. Elle ne cria pas, elle ne s'enfuit pas. Elle le regarda simplement dans les yeux et dit « Je te pardonne ». Il releva la tête, stupéfait. « Pas pour toi », ajouta-t-elle. « Pour moi. Parce que porter ton absence en moi est insupportable. Je ne veux plus y revenir. » Il déglutit, hocha la tête une fois. Ses yeux brillaient. « Tu es incroyable. Tu le sais ?» Elle sourit. Doucement, tristement. « Je le sais. Parce qu'elle m'a fait ainsi. » Elle désigna d'un signe de tête ma direction. Et dans ce geste simple, il y avait plus de force que dans n'importe quel grand discours. Une vérité nue, sans après, sans clinquant, sans hystérie, sans sourire de façade. Juste une fille qui choisissait sa mère, face à l'homme qui avait un jour abandonné l'une et l'autre. Élodie recula, les bras croisés. « Et maintenant ?» lança-t-elle. « Vous partez comme si de rien n'était ? Après avoir tout gâché ?» Léa inclina la tête. « Tu as tout gâché quand tu as décidé de bâtir ton conte sur un mensonge. » Et j'ajoutais, « Si tu voulais une histoire parfaite, il fallait choisir un homme qui n'a rien à cacher. » Nous passâmes devant eux et sortîmes dans la nuit. Le ciel au-dessus de nous était profond, sans limite, des nuages comme du coton étiré. Une fine bruine commença à tomber. Mais aucune de nous ne s'en souciait. La tempête que nous venions d'affronter ne parlait pas de météo. Près de la voiture, notre oncle Henri nous attendait. Il nous regarda Adrien, figé dans l'embrasure de la porte, et hocha la tête, lentement. Eh bien, voilà ce que j'appelle une sortie digne. Léa éclata de rire. Moi aussi. Pas par méchanceté, ni par désespoir, mais pour de bon. À cet instant, j'ai senti la légèreté revenir. Pas parce que quelque chose s'était arrangé, pas parce qu'Adrien avait soudain compris ce qu'il avait perdu, mais parce que je savais qui j'étais, et Léa savait qui elle était, et maintenant, tout le monde le savait aussi. Le lendemain matin, l'histoire commença à circuler.
Pas dans les journaux ni les tabloïds, mais comme les choses se propagent aujourd'hui, des vidéos virales sur les réseaux sociaux, des images floues du mariage mises en ligne anonymement, de courts clips avec des titres du genre « Une serveuse répond à l'insulte de la mariée, ovation générale ». Je ne les regardais pas. Je n'en avais pas besoin. J'y étais. Les messages affluèrent. Des amis que je n'avais pas entendus depuis des années. Certains s'excusaient d'avoir disparu quand tout s'effondrait. D'autres écrivaient simplement « Tu es tellement courageuse ». Et pourtant, chose étrange, je ne me sentais pas courageuse. Pas du tout. Ni sous les projecteurs, ni quand Élodie se moquait de moi, ni même quand Léa s'est avancée pour dire la vérité. Je sentais seulement que j'avais cessé, enfin, d'essayer de m'effacer. Adrien ne reprit jamais contact. Pas d'appel, pas d'excuse, aucune tentative d'expliquer quoi que ce soit. Je crois qu'il savait. Il n'y avait plus rien à expliquer. Son histoire était écrite par le silence venu après sa fuite, et nous l'avions lue jusqu'au bout. Le nom d'Élodie circula dans les commérages pendant 2 semaines, assez pour que tout le monde comprenne, elle était devenue la plaisanterie de sa propre fête. Quelqu'un du personnel me confia ensuite qu'elle avait quitté le mariage plus tôt, qu'elle n'était même pas revenue pour les adieux avant la lune de miel. On murmurait qu'elle avait déménagé dans le mois. Qu'ils se soient séparés ou non, cela ne m'intéressait pas. Parce que cette histoire ne parlait pas d'eux. Elle parlait de nous, de moi et de Léa, et de ce que nous étions devenus lorsque ceux qui auraient dû nous protéger nous avaient abandonnés. Depuis cette nuit-là, quelque chose avait changé chez nous. Silencieusement, mais en profondeur. Léa n'était plus la même. Plus forte. Elle avançait dans la vie, le dos droit. Elle avait cessé de s'excuser d'exister. Un jour, je la surpris en train de répéter son discours devant le miroir. Pas par vanité, par détermination. Puis, elle me dit qu'elle songeait à lancer un podcast. Pour les filles qui pensent qu'elles n'ont pas de voix, expliqua-t-elle. Et moi ? Moi aussi, j'ai recommencé quelque chose. Avant, j'avais peur de parler en public de ce qui m'était arrivé. Il y a toujours une honte à être quitté. Les gens vous regardent comme si c'était contagieux, comme si votre douleur était un avertissement. Mais après le mariage, j'ai compris une chose. Je n'avais pas été faible parce que j'avais craqué. J'étais forte parce que je m'étais reconstruite. J'ai recommencé à écrire. D'abord des notes, puis des essais. J'en ai envoyé un à un blog sur la parentalité. Ils l'ont publié. Les commentaires ont afflué. Des mères, des filles, des femmes que je ne connaissais pas écrivaient toutes la même chose. Merci d'avoir dit ce que je n'arrivais pas à prononcer à voix haute. C'est ainsi qu'est né le blog, puis un petit cercle de femmes. Quelques mois plus tard, j'ai créé une association, La Seconde Voix. Un espace pour les femmes qui ont vécu l'abandon, le divorce, la violence émotionnelle. Nous organisons des rencontres, proposons un accompagnement psychologique, apprenons à raconter leurs histoires, au sens figuré comme au sens propre. Je ne m'attendais pas à ce que tout cela prenne une telle ampleur. Je voulais seulement offrir un lieu où le silence ne soit pas la seule issue. Mais le plus important n'était pas là. Pas dans la scène publique, mais dans un moment de cuisine, tout simple. Un soir de janvier, je faisais la vaisselle. Léa était assise sur un tabouret près du plan de travail, feuilletant son carnet, les jambes se balançant dans le vide. Et soudain, sans raison particulière, elle leva les yeux vers moi et dit « Tu sais, avant, je voulais que ma mère biologique reste. » Mes mains s'immobilisèrent dans l'évier. « Mais maintenant je comprends, » ajouta-t-elle. « Peut-être qu'elle est partie pour que je tombe justement sur toi. » Je ne répondis rien. Je n'en fus pas capable. Je me contentais d'essuyer mes mains et de la serrer contre moi si fort que j'aurais voulu respirer à travers elle. Parfois, la vie ne t'offre pas l'histoire que tu voulais. Parfois, elle arrache des pages au milieu d'un chapitre et te laisse deviner la fin. Mais parfois, si tu te bats, si tu aimes jusqu'au bout, si tu restes, tu obtiens mieux.
tu obtiens la chance d'écrire une nouvelle histoire. Et surtout, tu n'as pas besoin de demander à qui que ce soit la permission pour le faire.